une histoire atroce. Charlotte Dornelas s'est passée relativement inaperçue, est arrivée à quelques encablures de Nantes ces derniers jours et elle a retenu notre attention. Dites-nous pourquoi. C'est une histoire sordide comme il en existe sans doute très régulièrement. On dit souvent ici que si on passait tout ce qui passe, même dans les journaux locaux, puisque c'est par le biais de Ouest France qu'on a appris cette histoire-là, je pense qu'on dormirait encore plus mal la nuit. Là, il s'agit un jeune homme de 25 ans qui est handicapé mental et qui est accompagné à la porte des toilettes d'une galerie commerciale par sa maman. Et elle le laisse rentrer évidemment seul à l'intérieur et elle est interpellée par le temps qu'il prend. Elle finit par rentrer et elle fait fuir un homme qui sort des toilettes et son garçon qui a 25 ans est complètement dévêtu et sidéré par ce qu'il vient de se passer. Il y a des caméras et la vidéo circule de ces images-là, évidemment pas à l'intérieur mais des allées et venues des uns et des autres et notamment de cet homme-là. Il a été arrêté, cet homme. Il s'agit d'un homme algérien en situation irrégulière qui était par ailleurs sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants, et d'un stupéfiant en l'occurrence qui revient souvent dans la petite ville à Saint-Herblaye à côté de Nantes. Donc forcément, s'ajoute à l'horreur de la situation l'idée qui hante nos débats depuis maintenant quelques années et parfois avec insistance, il n'aurait pas dû être là. Il est en situation irrégulière. Alors lui n'est pas sous OQTF. On a vu et les téléspectateurs savent que tous ne sont pas sous OQTF. Lui n'en avait pas, mais il était en situation irrégulière. Et on parle souvent, et médiatiquement et politiquement, de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui sont tués. Et ça prend beaucoup d'ampleur. Mais là, en l'occurrence, on a des victimes. Et ce jeune homme aura aujourd'hui le visage de victimes qui sont encore vivantes, mais littéralement traumatisées, évidemment, elles et leur famille. Et cette histoire nous rappelle plusieurs choses. D'abord, que les femmes ne sont pas les seules victimes, elles sont évidemment les principales victimes des agressions sexuelles, c'est indiscutable, mais elles ne sont pas les seules. Et la situation administrative, on va dire, des agresseurs n'ajoute ou ne retire pas grand-chose au traumatisme et à l'horreur d'un viol. C'est évidemment indiscutable. Simplement, si on veut traiter correctement et justement le problème, il faut se demander quels sont les leviers de l'action politique. Et il se trouve qu'une personne qui n'aurait pas dû être là par le biais de son statut administratif est un levier politique, qu'on le veuille ou non. Et donc, ça n'évitera pas toutes les agressions sexuelles, c'est certain. Mais si on peut en éviter quelques-unes, c'est déjà des victimes en moins. Des victimes en moins. Et ces dernières semaines ont pourtant été marquées par le procès des violeurs de Mazan, l'affaire dite Pellico, qui n'avait pas grand-chose à voir cette fois avec l'immigration. Alors en effet, le chef d'orchestre, entre guillemets, de ce drame abominable qui était donc l'ancien mari de la victime, et tout ce qu'il y a de plus français. Et si la question de l'antiracisme s'est invitée dans le procès, celle de l'immigration et du statut administratif des agresseurs, absolument pas. C'est pas un sujet qui est intervenu parce qu'il n'y avait pas besoin de le faire intervenir, évidemment. On aurait pu aussi prendre l'exemple, et vous le citiez dans le sommaire, de cet ancien journaliste qui vient d'être condamné pour 700 viols, actes de torture et barbarie, notamment sur les filles de son ancienne compagne. Alors là, il est passé, en effet, lui aussi, il n'a pas défrayé la chronique, pas plus, et je le note encore, que son ancienne compagne, mère d'une des victimes, qui a été elle aussi condamnée à de la prison ferme pour complicité dans ces actes-là. Donc vous voyez que les femmes sont aussi capables de se rendre coupables, évidemment, d'actes monstrueux. Alors cet homme, cet ancien journaliste qui était par ailleurs prof de... je ne me souviens plus de la discipline qu'il avait lui-même inventée pour apprendre à respirer. Bon, il est extrêmement français, il n'y a absolument pas de problème et on n'en parle pas beaucoup plus non plus. Pourquoi ? Est-ce que c'est son ancien statut qui gêne un peu les journalistes qui ont besoin d'en parler ? Il y a des papiers qui sont sortis évidemment localement, mais là, si l'ampleur suffit à en parler, cette histoire est complètement folle. Mais revenons... 700 viols, 3 filles, actes de torture... Et de barbarie, et bon, c'est ignoble. Total. Ignoble. Et pour revenir à la question de Mazan, ce qui est intéressant avec le procès de Mazan, c'est que là, en l'occurrence, il y a eu une immense médiatisation et une immense politisation. Si par politisation, on entend le fait que le monde politique se saisisse d'un sujet pour donner son avis, donner éventuellement ses solutions, ses pistes de réflexion
pour éviter que ça arrive encore. Dans ma bouche, ça n'est pas un gros mot. Il y a d'autres qui appellent ça récupération pour d'autres affaires que celle-ci. Moi, j'appelle ça tout simplement le fait que des hommes politiques dont c'est le métier se saisissent d'un sujet qui anime la société et expliquent quel est leur regard là-dessus. Mais dans cette affaire des viols de Mazan, personne, justement, n'a eu peur de récupérer cette affaire. Personne n'a eu peur de réclamer des comptes aux politiques sur ce qui pouvait être changé. Personne n'a eu peur d'attendre des réponses, de chercher à établir un profil qui permette de traiter le problème. Parce qu'il y a une question qui est naturelle quand arrive un drame et quand le mal surgit sous nos yeux, c'est est-ce qu'on pouvait faire autrement ? Est-ce qu'on pouvait faire quelque chose pour que ça n'arrive pas ? Cette question, elle nous hante. Parfois, la réponse est non, parce que le mal nous dépasse et parce qu'il reste un mystère. Et parfois, la réponse est oui. Et alors, si elle est oui, il faut réagir. Alors forcément, chacun répond avec des regards différents, avec des solutions différentes. Il y a plusieurs sujets qui ont émergé en marge de ce procès. Certains, et notamment certaines associations féministes, ont parlé du patriarcat. C'est le patriarcat qui est responsable. On pourrait parler d'un déficit cruel d'éducation, tout simplement de soi-même et donc de soi-même par rapport aux autres, de la consommation accrue et gravissime de pornographie trash, en l'occurrence, qui était un point commun de tous ces hommes-là, la question de la soumission chimique qui a été soulevée. Il y a beaucoup de débats qui sont tous légitimes à partir du moment où ils sont portés et évidemment ils sont nombreux et le principe d'un débat c'est qu'on n'est pas forcément d'accord mais qu'on accepte d'en parler. Devant l'horreur, cette question naturelle de peut-on faire autrement a été autorisée autour du procès de Mazan. Pourquoi en serait-il autrement dès lors que le mot immigration s'invite dans l'horreur en l'occurrence ou dans le débat ? Évidemment, et je le précise parce qu'apparemment il faut vraiment mettre pierre à pierre pour essayer de convaincre, évidemment que si notre maîtrise de l'immigration était totale, nous continuerions à avoir des femmes qui souffrent d'agressions sexuelles et il faudrait continuer évidemment à le traiter pour l'empêcher. C'est une évidence. Maintenant, cette question, elle existe. Je vais vous donner 2 chiffres qui sont des chiffres officiels. 1, le rapport du ministère de l'Intérieur de 2024. 76 000 mises en cause pour violences sexuelles, avec cette précision officielle donc, ouvrez les guillemets, les personnes étrangères sont légèrement plus nombreuses parmi les mises en cause, 13%, que dans la population où ils sont 8%. Il y a une surreprésentation, même légère. Est-ce qu'on peut l'éviter ? Si oui, alors évitons-le. C'est aussi simple que ça. Légère, mais près du double. C'est ça. Et ensuite, le cas parisien est encore plus saisissant. Vous savez, on en avait parlé dans les transports notamment. Il y a des données plus précises à Paris. Alors, c'est un rapport qui date de 2016, puisque c'est celui de l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale qui a été supprimé depuis. Donc, il y a des chiffres qui nous manquent, qui précisaient que 52% des mises en cause pour viol sur personnes majeures à Paris étaient étrangères. Donc il y a là un sujet qui existe, qui ne règle pas tout, mais qui existe. Et quand Sandrine Rousseau nous dit que le procès de Mazan n'est pas celui d'un fait divers exceptionnel, mais le procès d'un rapport social, elle peut être entendue. Ça peut être discuté, quel est ce rapport social, qu'est-ce qu'elle met derrière, très bien, mais ça peut être entendu parce que l'ampleur nous interroge. Mais si le nombre fait le sujet de société, alors il en existe d'autres que Madame Rousseau refuse de voir en l'occurrence. Alors, comment comprendre qu'il semble impossible de faire les deux, Charlotte ? Il semble désormais y avoir 2 féminismes qui s'affrontent, celui qui dénonce les étrangers et celui qui refuse de les voir. Alors en effet, notons que le premier féminisme que vous citez, celui qui dénonce en l'occurrence le poids de l'immigration dans ses agressions, est né des non-dits du féminisme plus dominant, plus traditionnel, on va dire, qui préexistait. Alors, au Figaro, il y a la patronne du collectif Némésis, vous savez, dont nous parle souvent Mathieu, qui parle de Cologne. Alors, elle est une des représentantes de ce féminisme qui s'intéresse à la question migratoire, qui essaye de la faire émerger, et elle nous parle de Cologne, de ce qui s'est passé à Cologne à l'époque, comme d'un acte fondateur. Vous vous souvenez, c'était le 1er janvier 2016, pendant la nuit du réveillon, 1000 femmes agressés par 2000 hommes, selon un rapport de l'Office fédéral de la police criminelle allemande. C'est pas moi qui donne ces chiffres, c'est la police. Et selon l'enquête qui a abouti 6 mois après, il y avait une surreprésentation de maghrébins dans les 120 suspects identifiés. Donc c'est factuel. À l'époque, c'est une réalité non seulement que nos féministes n'ont pas voulu voir, et j'aimerais savoir ce que Sandrine Rousseau dit de cette ampleur, puisque le chiffre et le nombre d'agressions à Mazan suffisait à lui faire dire que nous étions passés du fait divers
aux faits de société. Donc là, il y en a un qui est sous nos yeux. Peut-être faudrait-il accepter de le voir, quitte à ne pas être d'accord pour l'expliquer. Mais qui peut être responsable si ce n'est pas l'Occident ? Voilà quel est le malaise profond et, on va dire, la ligne de fracture entre les féminismes que vous citez. L'idée est que l'Occident porte en lui la culture du viol. C'est la ligne de base. Vous savez, par le biais du patriarcat, la violence sexuelle n'est pas individuelle, elle est culturelle. Voilà quelle est la lecture que l'on comprend dans la culture du viol, qui est donc portée par une culture entière, plus encore que par des individus. Quand l'homme est étranger, en revanche, quand il est impliqué et qu'il est étranger, la question culturelle ne se pose plus du tout. Il y a pourtant des cultures différentes, par exemple, dans lesquelles la femme est un peu moins considérée. Convenons-en. Mais la question culturelle doit disparaître. Elle est même interdite et on nous dit il ne s'agit plus que d'un homme. C'était le cas, souvenez-vous, après le drame de Philippines. Je n'ai qu'une question à poser. Quel homme ? Si l'étranger, on ne peut plus interroger sa culture d'origine et qu'il ne s'agit plus que d'un homme, quel homme ? Celui qui est le fruit de la culture du viol, du patriarcat occidental dont il n'est pas issu ? Parce que si seul l'Occident porte en lui la culture du viol, il n'en est pas issu, donc quel est cet homme-là ? Ou alors est-ce que c'est le fruit de sa masculinité ? Auquel cas cela reviendrait à dire qu'il y a une spécificité, notamment sexuelle, de la masculinité, ce qui contrevient absolument à la volonté, notamment dans l'éducation sexuelle des enfants, de l'indifférenciation sexuelle permanente. Donc il y a une incohérence féroce dans la lecture de ces deux choses, et je pense qu'il faudrait interroger les deux, à la fois la question de la masculinité et de son rapport, et pourquoi pas, en posant cette question-là, et la question culturelle, où l'Occident s'est quand même un peu démarqué à travers le monde, notamment dans sa volonté d'harmoniser le rapport entre l'homme et la femme, et entre le fort et le faible, pour revenir à notre sujet initial.